Madame Obono. Amendement qui rejoint la préoccupation et la proposition faite lors du débat de cet après-midi qui a été adopté et nous en sommes extrêmement satisfaits. C'était l'amendement de la collègue Vaucouleurs, il me semble, puisque cet amendement proposait d'autoriser la pratique de la réception des ovocytes de la partenaire, dite ROPA, dans le cadre du parcours PMA des couples lesbiennes. Il me semblait que les arguments du gouvernement qui s'y étaient opposés jusqu'alors ne tenaient pas la route et traduisaient une forme de condescendance malvenue et qu'il n'y avait pas les risques qui étaient indiqués et donc que c'était une pratique qui devait être adoptée. Donc, de fait, je crois qu'il est en partie satisfait par l'adoption de cet après-midi. Mais bon, comme il était situé plus tard, après l'alinéa 14, voilà, nous allons dans le même sens et saluons son adoption en deuxième lecture. C'est Madame Obono qui défend. Oui, merci Madame la Présidente. Alors c'est un amendement concernant la problématique des stimulations hormonales. Actuellement, les stimulations hormonales sont fréquentes dans les protocoles de procréation médicalement assistée et y compris lorsque l'infertilité n'est pas ovarienne, ce qui est généralement le cas dans les couples de femmes, puisqu'on est face à une infertilité du couple, pas des femmes du couple. Le présent amendement concerne les femmes ayant recours à une insémination artificielle, que ce soit avec le sperme du conjoint ou d'un donneur, et vise à leur donner l'assurance de pouvoir choisir le degré de médicalisation du processus dans lequel elles s'engagent. Les protocoles d'insémination impliquent le plus souvent un traitement hormonal pour la femme préalablement à l'insémination proprement dite, et ce dans le but de stimuler les ovaires pour obtenir plus d'ovocytes. L'objectif est de maximiser les chances pour le couple de concevoir un enfant. Mais la question se pose de l'utilité d'une stimulation ovarienne pour une personne qui ovule de façon non pathologique, voire au-dessus de la moyenne. L'infertilité peut être liée exclusivement à l'homme sans pour autant que ce protocole soit révisé. Elle peut également toucher la femme sans que cela ne concerne son ovulation. C'est d'autant plus le cas pour les couples de lesbiennes. Or, les traitements hormonaux ne sont pas anodins. Leur administration quotidienne par les voies intramusculaires est douloureuse et les effets secondaires sont nombreux et redoutés par les patientes. Nous proposons donc, en raison du principe du consentement libre et éclairé de la patiente, que les femmes aient la possibilité de ne pas consentir à cette étape du protocole quand elle n'est pas dictée par une nécessité médicale, et ce sans que cela ne perturbe ou n'entrave leur prise en charge par le corps médical. C'est un amendement qui est issu d'une proposition du planning familial. Merci, monsieur le rapporteur. La stimulation hormonale, comme tout acte médical, ne doit effectivement pas être fait quand ce n'est pas nécessaire. C'est tout à fait clair et évident, mais ce n'est pas au législateur de définir les indications et de faire les prescriptions. Nous avons le devoir, à cet égard, de pouvoir effectivement peut-être contribuer à la rédaction des bonnes pratiques cliniques, mais ensuite, ceci doit être transmis par la voie professionnelle et traité et contrôlé par les organismes habilités à le faire pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus ou d'insuffisance de telle ou telle pratique. Donc d'accord avec ce que vous dites, mais ce n'est pas à la loi de l'indiquer et c'est dans le domaine réglementaire et celui du guide des bonnes pratiques. Donc une demande de retrait ou un avis défavorable? Défavorable. Un avis défavorable. De retrait, non, de retrait si vous voulez. Madame Obono. Non, je maintiens l'amendement parce que je pense que l'argumentation ne tient pas. La réalité est que ces pratiques ont lieu et c'est issu de cette expérience-là que l'amendement a été proposé. Et par ailleurs, il ne s'agit pas de dire au corps médical et aux équipes ce qu'il faut faire. Il s'agit d'indiquer... y compris, c'est aussi une question du rapport à la médecine et à la nécessité ou pas de certaines pratiques et qui est fondamentalement politique, jusqu'où on pousse, y compris ces pratiques, surtout quand elles ne sont pas nécessaires. Je crois que c'était juste une question sur demande de retrait ou pas. Vous avez déjà défendu l'amendement. Merci. Donc, passons. Oui.
Alors, dans cet amendement, nous souhaitons faire en sorte que seuls les établissements publics puissent collecter des gamètes et que l'État garantisse l'ouverture d'un plus grand nombre d'établissements publics, notamment en vertu du caractère sensible des données qui peuvent être obtenues et qui nous semble devoir nous inciter à la prudence. Alors, il est vrai que des établissements privés à but non lucratif permettent aujourd'hui de combler les failles qui existent dans le maillage territorial, mais il nous semble que ça devrait être à l'État de pourvoir à cela et de garantir ce service et ce droit. Et la mission de service public qui est déléguée à ces établissements privés à but non lucratif ne nous semble pas suffisante en fait, et la différence entre un établissement privé et un établissement public pour nous est une garantie qu'il faut maintenir. Voilà pourquoi nous proposons cet amendement de réécriture de l'alinéa. Oui, alors c'est un amendement qui est rédactionnel mais qui est en fait aussi politique, puisque nous souhaitions insérer les mots collectés et utilisés afin que les deux étapes puissent être mises, les étapes de collecte et d'utilisation puissent être mises hors du commerce et de la spéculation, et que les établissements privés ne puissent pas, à ces deux étapes, intervenir dans le processus de l'aide médicale à la procréation et de l'autoconservation. Je pense que le rapporteur n'a pas souhaité expliciter son désaccord avec l'amendement précédent, mais nous y reviendrons dans tous les cas, puisque, encore une fois, à part l'argument budgétaire qui consiste à dire que si des établissements privés, même non lucratifs, à but non lucratif, s'en occupent, le public n'a pas à le faire, et donc en fait ça signifie qu'on ne se donne pas les moyens pour renforcer le service public sur cet aspect, ce qui nous semble extrêmement problématique à tous les points de vue. Monsieur le rapporteur. Oui, vous le savez bien sûr, même si vous le regrettez, et nous pouvons tous le regretter, dans les territoires d'outre-mer, il est de très vastes zones dans lesquelles il n'y a pas un seul hôpital public. Et donc, je pense que vous allez pénaliser les personnes de ces zones-là. Et peut-être que dans un monde idéal et dans le futur, il y aura des hôpitaux tous les 100 mètres dans tout le territoire métropolitain et dans tous les territoires d'outre-mer. Mais avant qu'on arrive à cela, voilà. Donc je crois qu'on est obligé, par principe de réalité, de penser à la satisfaction des femmes qui ont besoin de pouvoir bénéficier de cela. Je pense que, par contre, là, dans cet amendement 972, il est déjà satisfait, puisque dans le texte, seuls les établissements publics et privés à but non lucratif peuvent exercer les activités que vous citez. Donc c'est déjà satisfait. Madame Obono. Oui, alors moi je trouve problématique cet amendement, y compris les justifications qui ont été données par le rapporteur à l'égard par exemple des territoires d'outre-mer, où effectivement les infrastructures hospitalières sont systématiquement défaillantes, et en fait ça revient à dire que on ne donne pas les moyens de manière systématique à ces territoires notamment, et donc on va laisser d'autres, le privé, lucratif ou non lucratif, s'en occuper. Et je trouve que ce n'est absolument pas acceptable, et qu'il ne s'agit pas de faire des doux rêves ou d'un monde idéal. Non, il s'agit aujourd'hui du présent. Je pense qu'actuellement, les débats sur la santé et les moyens à mettre dans la santé, y compris présentement dans les propositions et les revendications qui sont faites par les personnels de santé, il y a un Ségur qui est censé y répondre, pose justement cette question du sous-investissement en termes d'infrastructures. Et donc ce n'est pas un monde idéal, c'est aujourd'hui et maintenant que des réponses doivent être mises sur la table. Et je pense que et la réponse et les propositions qui sont faites là, pour le coup,
les arguments de nos collègues sont justes, ouvrent la voie à ce que de dérogation en dérogation, on systématise et donc on amoindrisse. On termine là, mais... Et on amoindrisse donc encore plus le service public en fragilisant un certain nombre de données en termes de protection, et y compris en termes de possibilité d'accès en privilégiant par dérogation le secteur privé.